Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Alors, la suite de l'ordre du jour de cette séance plénière du mercredi 23 avril appelle la communication publique de messieurs Yann Guionvarc et Laurent Manœuvre, et dont le titre est « Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme ». Le bureau de notre académie a en effet souhaité vous inviter à venir présenter cette communication publique qui fait naturellement écho à l'exposition consacrée à Eugène Boudin que l'Académie des Beaux-Arts propose actuellement au musée Marmottan-Monet sous la direction de notre confrère Éric Desmazières, que je salue. Cette exposition, qui sera ouverte jusqu'au 31 août prochain, est placée sous votre commissariat, cher Laurent Manœuvre, et réunit 80 œuvres provenant de votre prestigieuse collection, cher Yann Guionvarc, que nous avons complétée avec 10 toiles nous appartenant, ainsi que plusieurs prêts du musée des Beaux-Arts d'Agen et du musée d'art moderne André Malraux du Havre notamment. Les œuvres de votre collection sont ainsi mises en correspondance avec le fonds du musée Marmottan-Monet afin de mettre en lumière le dialogue entre Boudin et celui qui fut son principal élève et ami, Claude Monet. Cher Yvon Guionvarc, vous nous direz, j'espère, comment cette passion pour Eugène Boudin vous est née chez vous, alors que votre carrière professionnelle vous a d'abord conduit vers les mathématiques et plus précisément les algorithmes liés à la transmission vidéo numérique. Vous nous direz aussi, j'espère, comment l'on peut être passionné à la fois par Eugène Boudin et par les Rolling Stones. Quant à vous, cher Laurent Manœuvre, dont le nom de famille n'est d'ailleurs pas éloigné du monde musical, je rappellerai, pour conclure, que vous êtes historien de l'art, ingénieur des recherches au service des musées de France, et que vous êtes, je crois, peintre vous-même et l'auteur de plusieurs études, expositions et ouvrages consacrés à Boudin, entre autres. Chers messieurs, vous avez la parole. Bien, merci infiniment. Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir d'être reçu parmi vous aujourd'hui pour vous exprimer quelques mots sur Eugène Boudin. Nous avons, Laurent et moi-même, préparé cette présentation comme un échange sur la vie d'Eugène Boudin, tracée à travers les quelques œuvres qu'on va vous présenter, qui font partie de la collection. Mais bien évidemment, nous allons, en 3 parties, vous présenter la genèse, la constitution de la collection, et vous parler d'Eugène Boudin, roi des ciels, père de l'impressionnisme, à travers quelques œuvres qui sont présentées au musée Marmottan et Monet, et qui vont permettre à Laurent de vous retracer un petit peu la vie d'Eugène Boudin, cette vie passionnée d'un peintre absolument remarquable. Mais pour débuter cette présentation, je vais laisser Laurent vous présenter un propos liminaire qui a construit sa passion pour Eugène Boudin. Je vous laisse la parole, cher Laurent. Oui, Yann a souhaité que j'explique comment j'étais tombé dans le bain Boudin. Ça remonte à de très nombreuses années, lorsque j'étais étudiant à la fois à l'école du Louvre et à la Sorbonne, et j'ai eu l'immense honneur et plaisir d'avoir pour professeur Roselyne Bacou, grande spécialiste du dessin, aussi bien d'Odilon Redon que de Raphaël, que de très très nombreux artistes. Et à l'époque, elle était assez proche de la retraite et moi, je débutais juste. Et elle m'avait dit, mon enfant, vous allez travailler sur les dessins de Boudin. Vous verrez, vous en ferez quelque chose un jour. Et plus précisément, comme elle s'intéressait aussi au symbolisme, elle m'avait dit, je veux que dans l'ensemble des dessins de Boudin, du Louvre, près de 6000 dessins, dont un tiers recto verso, vous distinguiez les dessins bretons. Donc j'ai travaillé à distinguer les dessins bretons. Alors j'avais également une formation d'ethnologue, ce qui m'a bien servi pour travailler sur les costumes. Donc je me suis immergé dans ce fond et
aussi bien, donc vous voyez là des études de costumes avec toutes les annotations faites par Boudin. Lui aussi a fait tout un travail d'ethnologue lorsqu'il s'est rendu en Bretagne pour la première fois. Il faut savoir que la Bretagne, à cette époque, était, Boudin le dit d'ailleurs, il dit « j'aimerais bien aller en Égypte ou au Liban, mais c'est trop cher pour ma bourse ». Au moins, la Bretagne, ça apporte aussi du dépaysement. Donc, il se rend en Bretagne avec cette recherche de dépaysement et il nous dit qu'il rapporte une caisse de vêtements qu'il a détaillée, qu'il a très soigneusement détaillée. Il dessine aussi les intérieurs, parce qu'on connaît de Boudin surtout les scènes de plage, mais Boudin a réalisé de très nombreuses études dans les intérieurs bretons d'un esprit extrêmement rembrandtesque. Donc, pour vous montrer aussi que Boudin est un immense dessinateur, immense numériquement, puisque je vous l'ai dit, plus de 6000 dessins dans le fond d'atelier du Louvre, mais aussi un excellent dessinateur qui manipule parfaitement l'aquarelle, tout en étant lui-même autodidacte. Et puis, il dessine également des architectures de manière très, très précise. Vous voyez, on est relativement loin de l'impressionnisme. Donc, ce travail va déboucher sur une maîtrise, la publication de en tout cas la réalisation de ce catalogue. Et quelques années plus tard, Roselyne Bacou, qui était toujours un peu mon ange bleu aussi, un jour où j'étais en train de travailler. Alors, je précise aussi que pendant que je travaillais sur Boudin, j'étais chargé de l'informatisation des collections du département des arts graphiques du Louvre, et j'avais la malchance de travailler sur les dessins de Rembrandt. C'est-à-dire que je prenais chaque dessin de Rembrandt, je le mesurais, je vérifiais la technique, je vérifiais les dimensions, etc. Donc, si vous voulez, c'était aussi, j'ai eu la chance de travailler quand même sur de très beaux dessinateurs. Et donc, j'étais en train de travailler à l'informatisation de dessins de Rembrandt, et je perçois deux présences, je lève les yeux, et Roselyne Bacou était à côté d'un très grand monsieur, et elle dit à ce monsieur, voilà, j'ai votre auteur, il va vous faire un livre sur Boudin. Voilà, donc 1989, paraît deux livres. Le premier, Eugène Boudin Dessin, et puis en même temps, chez un autre éditeur, Boudin et la Normandie. Et à partir de là, je n'ai cessé d'être rattrapé par Boudin, en quelque sorte. J'ai essayé d'en sortir parfois. J'ai commis un petit livre sur Picasso et Poussin, par exemple, les correspondances entre Picasso et Poussin, sur les femmes impressionnistes, sur différents sujets. Louis Garneret aussi, le peintre de marine. Mais Boudin me rattrapait en permanence. On me disait, ah, vous savez, on voudrait faire une exposition. Donc j'ai continué à publier, à faire des catalogues d'exposition, à être associé, commissaire associé, voire commissaire d'exposition, jusqu'à 2010, pardon, 2020. 2020, je suis contacté par Yann, qui me dit qu'il a une collection d'œuvres de Boudin et qu'il souhaiterait me rencontrer. Et donc, Yann me donne rendez-vous dans un restaurant, on parle un peu de Boudin, et là, il sort son téléphone et il se met à faire défiler des œuvres de Boudin. Certaines, je connaissais bien, d'autres que je connaissais moins bien, mais parce que je les avais vues simplement produites en noir et blanc dans le catalogue raisonné de Robert Schmitt. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bluff? Comment ce monsieur, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, a pu réunir une telle collection? Et j'ai des doutes. Je me dis, mais ça doit être... Vraiment, c'est pas possible. Pour moi, c'était complètement impossible. Comment est-ce que toutes ces œuvres, dont certaines que moi-même j'avais exposées au musée Jacques Marandré, étaient passées au travers du panier et étaient arrivées dans la collection d'Yann? Donc, un grand moment d'étonnement. Et puis ensuite, Yann me dit, voilà, dans 4 ans, c'est le bicentenaire de la naissance de Boudin, il faudrait vraiment faire quelque chose. Et on passe en revue les différentes possibilités. Et puis arrive le deuxième confinement, on se perd un peu de vue avec Yann, et puis Yann me réinvite à venir voir la collection. Alors là, c'est plus simplement les photos sur le téléphone. Là, je suis vraiment comme saint Thomas, je peux pas faire autrement que de voir toutes ces œuvres, parce que Yann, vos œuvres, elles ne sont pas conservées dans un coffre quelque part, elles sont sur les murs de votre appartement. Très 19e, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je vois toutes ces œuvres extraordinaires. Et Yann me dit, mon rêve, ce serait d'exposer ces peintures au musée Marmottan-Monet, puisque Monet, Boudin, Monet, ça aurait du sens.
Et il se trouve que je connais de longue date Sylvie Carlier, donc la directrice des collections du musée Marmottan-Monet, et nous en parlons et nous nous réunissons avec Yann, et cette exposition se réalise. Alors, je tiens à dire quand même que une exposition ici, Yann, et c'est tout à fait normal, est ici pour vous présenter sa collection. Moi, je suis le commissaire. Le résultat d'une exposition comme celle-là, c'est un travail d'équipe extrêmement importante. Je veux dire, le commissaire, cher Laurent, c'est le chef d'orchestre en quelque sorte, mais il y a aussi tous les musiciens qui sont là. Les personnes qui vont faire la scénographie, les personnes qui vont travailler au catalogue, les personnes qui vont s'assurer que le planning est bien respecté, les personnes qui vont se charger de l'accrochage, l'éclairage, etc., etc. Aujourd'hui, les agents de surveillance et d'accueil, c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe du musée Marmottan-Monet, également, bien sûr, Yann, pour avoir permis cette exposition, et toute l'équipe du musée Marmottan-Monet qui a mis tout son professionnalisme pour permettre cette exposition. Voilà en quelques mots, sans doute trop longs, la jeunesse de cette exposition. Merci Laurent. Je vais vous exprimer à mon tour la constitution de cette collection. Effectivement, en 2020, je vous contacte, Laurent, en vous exprimant que depuis des années, je constitue une collection sur Eugène Boudin, qui est mon peintre préféré, je vais y revenir. Et dans quelques années, nous célébrerons les 200 ans de la naissance d'Eugène Boudin, qui est né en 1824. Et pour moi, réaliser une collection, c'est aussi un sens du partage, de pouvoir, à un instant donné, après tant d'années à assembler ces œuvres, pouvoir les partager, puisque ça fait partie du sens de la vie. Le partage m'apporte pour moi la raison d'avoir construit cette collection depuis plus de 15 ans. Et Eugène Boudin, comment m'est apparu Eugène Boudin? Alors, tout simplement, moi, je vous exprime un petit peu mon parcours. Je suis né à Paris. Je suis parisien. J'ai grandi en région parisienne et à Paris. J'ai fait mes études à Paris. J'ai eu une enfance heureuse et j'ai eu la chance de pouvoir, enfant, aller sur les plages de Normandie, chez mes grands-parents, à Trouville, à Deauville, et également j'ai connu la Bretagne par la branche paternelle, puisque je connaissais la Bretagne Sud, mon père étant breton, et j'ai eu la chance de pouvoir aller passer mes vacances également en Bretagne. Mais parlons de la Normandie. La Normandie, ça a été une période importante de mon enfance où j'ai pu vivre des instants heureux sur les plages de Trouville. Et en grandissant, j'ai fait des études et je dois également mon parcours à mes professeurs qui m'ont fait grandir dans un milieu incroyable, qui m'a fait découvrir les mathématiques par la suite. Et étudiant les mathématiques, et finissant mes études à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir aller poursuivre mes recherches en Suisse, à l'École Polytechnique de Lausanne, et réaliser ma première entreprise avec une équipe formidable de chercheurs et de jeunes entrepreneurs qui m'ont entouré pour réaliser ce projet. Mais les études mathématiques ont été fondées par un professeur incroyable qui était Yves Meyer, qui m'a apporté le goût pour entreprendre autour d'outils mathématiques novateurs qui ont construit le succès de cette entreprise, tourné vers un sujet mathématique qui a permis de construire des solutions de transmission vidéo numérique. Et la petite histoire, c'est que l'actionnaire qui m'a permis de construire cette entreprise n'était autre que
Patrick Lelay, bien connu, qui était le patron du groupe TF1, qui m'a fait confiance. Alors évidemment, il m'a dit, Yann, quand j'avais 24 ans, il m'a dit, on va faire un deal de breton. Et il m'a fait confiance, j'étais déjà en Suisse et il m'a accompagné pour réaliser cette entreprise. Quelques années après, ayant eu les moyens de la développer avec des équipes formidables en Suisse et en France, cette entreprise a été cédée à un grand groupe américain qui m'a donné pour la première fois les moyens de réaliser d'autres choses, notamment une passion qui est apparue 2-3 ans après cette session, pendant une visite tout à fait inattendue à Maastricht, puisque Maastricht a chaque année une très belle exposition d'art. Et en me rendant à cette exposition, je suis tombé face à un tableau de Boudin, qui est celui-ci, que vous voyez affiché, qui a été le premier tableau de la collection, et qui rassemble toutes les qualités que Boudin possède dans sa peinture, assez exceptionnelle à mes yeux. Et évidemment, je vous ai parlé de mon enfance en Normandie. Ce tableau m'a paru tellement évident, puisque c'est la Normandie que je revivais à travers cette peinture, et ce tableau m'a marqué. Vous avez toute la composition juste que Boudin savait faire. Le ciel, évidemment, on reviendra dessus, la plage, puisqu'on pourrait presque dire c'est une scène de plage avec les enfants, la petite touche à la coraux, vous voyez, la petite pointe de rouge, toujours pour attirer l'œil, mais cette composition est absolument très belle, et ce tableau qui est magnifiquement exposé à l'entrée de l'exposition du musée, pour tout vous dire, je l'ai jamais vu aussi bien exposé et éclairé. Et donc pour moi, c'est le départ de cette collection. Et ma femme me dit, en regardant ce tableau, écoute, maintenant tu peux, alors fais-le, ça te fait plaisir, achète-le. Et ensemble, ça a été le début de la réalisation de cette collection, mais pas instantanément. Et cher Laurent, ça a été aussi très important de comprendre que pour comprendre la peinture et le peintre, il faut lire et admettre que l'histoire du peintre est très importante pour découvrir l'œuvre et admirer aussi son parcours de peintre. Et Eugène Boudin, à travers les lectures, notamment les vôtres, et je vais revenir sur d'autres, m'a apporté le goût de constituer une collection. Alors, à partir de ce premier tableau, quelques temps rapide après, je suis arrivé à collectionner. Voilà, alors excusez-moi, c'est pas pour montrer plusieurs tableaux, mais c'est pour montrer la diversité des paysages et des peintures de Boudin. Mais et on reviendra après, pardonnez-moi, sur la collection. Chaque année, et je vais dire presque chaque mois, je me suis retrouvé à chercher des tableaux. Et à force d'apprendre vos lectures, Laurent, remarquables, et vos ouvrages, l'excellent catalogue raisonné constitué par la famille Schmitt, père et fils, bien sûr les lectures de Gustave Caran, remarquables aussi à tout point de vue, et la biographie faite par Jean Aubry, qui est très juste, que je relis souvent, mais je citerai également Anne-Marie Bergeret-Gourbin et Annette Audiquet et Uzel de Pludermacher, qui ont contribué à me forger une idée précise et je dirais presque amoureuse du personnage et du peintre Eugène Boudin. Vous voyez à travers ces peintures qui sont juste, alors que ça fait partie, la collection est vaste, elle compte plusieurs centaines d'œuvres aujourd'hui d'Eugène Boudin, je crois, et ça c'est vous Laurent qui me dites que c'est la plus grande collection privée, mais c'est pas tellement l'importance de la taille, c'est d'abord la qualité, puis surtout la cohérence. Et je me suis passionné par Eugène Boudin, par sa peinture. Et chaque année, et encore aujourd'hui, je continue, j'aime regarder les ventes, et c'est souvent acheté en salle de vente, mais c'est pas forcé. Si vous voulez, cette collection s'est constituée dans le temps.
par opportunité d'acquérir des œuvres, mais de manière évidemment discrète, parce que je suis collectionneur dans l'âme, je suis pas autre qu'un collectionneur, je n'avais aucune prétention pour faire une exposition longtemps en arrière, ou même au début, c'était pas ça le sujet, c'était vraiment cette passion, puisque tous ces tableaux sont accrochés sur les murs de mon appartement, qui me permet chaque jour d'apprécier la qualité de la peinture d'Eugène Boudin. C'est un vrai bonheur, c'est des peintures agréables et toujours plaisantes. Alors on pourrait regarder après le côté répétitif, mais en fait c'est jamais ennuyeux, la peinture de Boudin. Mais ce qui frappe chez Boudin et ce qui m'a frappé dans la première œuvre que j'ai acquise avec ma femme, c'est cette beauté du ciel incomparable, que Boudin a le secret. Et même encore aujourd'hui, je considère que Eugène Boudin n'a pas d'égal pour réussir des ciels aussi beaux. C'est vraiment le peintre et couronné le roi des ciels, mais je crois sincèrement qu'aucun peintre n'est arrivé à égaler la beauté des ciels de Boudin. Mais ça ne s'arrête pas au ciel, aussi sa représentation de l'eau qui est toujours présente, parce que Boudin, et à travers sa vie qu'on va vous exprimer après, attachait aussi beaucoup d'importance à l'eau. Et l'eau et le ciel vont ensemble. C'est le parcours de la vie d'Eugène Boudin. Et j'ai été toujours fasciné par ces ciels fabuleux, cette mer toujours juste, et ces couleurs toujours justes. Boudin peignait juste. Il a un œil absolu à mon sens, comme on peut avoir l'oreille absolue pour les musiciens. Boudin avait cet œil absolu de la couleur, de la proportion, et bien sûr, les ciels, vous verrez toujours que ça prend une proportion toujours importante. Souvent, on dit aux 2/3 du tableau. Voilà. Mais Boudin a beaucoup voyagé toute sa vie quand même. Alors, pas dans des grandes distances, mais a toujours bougé. Il a eu une vie assez incroyable. Et c'est les lectures et à force des acquisitions sur les toiles d'Eugène Boudin qui m'ont donné cette passion. Et effectivement, une passion, ça ne s'arrête pas. Et quand on est collectionneur, on ne s'arrête pas, je crois. Et c'est vraiment la certitude pour moi que Boudin est mon peintre et continuera à l'être, évidemment. Mais Boudin n'est pas le seul peintre de la collection. Je vais vous parler aussi des autres tableaux qui font partie de la collection et qui me touchent aussi. Alors, à commencer par la peinture impressionniste peinte par des femmes qui sont très justes. Alors, évidemment, au musée Marmottan-Monet, on parle de Berthe Morisot, qui est une peintre sublime, absolument touchante. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir débuter la collection également sur Berthe Morisot. On n'en trouve pas souvent, mais ça arrive. Constituée également par Blanche Hochet-Monet, donc qui avait épousé le fils Monet, et qui est aussi une peintre très, très intéressante, pas connue encore ou reconnue sur la grande place des impressionnistes, mais voilà, c'est une peintre très juste aussi, et que j'aime, et qui a représenté beaucoup Giverny. Voilà, et dont je crois c'est Clemenceau, la Clémence bleue, tellement elle avait soin de Claude Monet. Voilà. Alors, dans la collection, alors c'est quelques exemples, évidemment, je continue, et puis ça vous permet de retracer donc cette collection qui possède plusieurs centaines de tableaux également, actuellement aujourd'hui, et qui continue de grandir, et je vous exprimerai ensuite pourquoi. J'aime beaucoup Sisley, peintre fin et d'une grande qualité. Mais après, alors là, vous voyez sur la photo 2, Moret sur loin, et un tableau d'hiver absolument adorable. On voit une petite pie, je crois, sur une branche d'arbre. J'aime beaucoup les paysages d'hiver. J'en cherche toujours. J'adore la peinture impressionniste d'hiver. Et dans la collection également, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des peintres formidables qu'on appelle post-impressionnistes, mais bon, pour moi qui reste impressionniste. J'aime particulièrement Henri Moret, de l'école de Pont-Aven, qui était un ami de Gauguin,
très juste et qui a peint la Bretagne de manière remarquable, avec des couleurs très vives, hein, sur ces ciels et sur les roches bretonnes, les côtes bretonnes. Et un autre peintre qui me touche beaucoup aussi, qui a une belle qualité, c'est Gustave Loiseau, un peu plus, pas toujours très, pas très connu, mais en fait non, très juste également. Donc en fait, Sisley, Loiseau, Moret sont et font partie de la collection, et il y en a plusieurs de chacun de ces plusieurs tableaux de ces peintres. Celui qui rentre aussi dans la collection et qui a une place particulière à mon cœur, c'est Albert Marquet, qui a peint des vues de Paris incroyables. Et vous voyez, impression soleil levant à Marmottan. Moi, je vous apporte impression soleil couchant sur l'Institut. Et la peinture d'Albert Marquet est remarquable par sa touche, par son économie, par son impression de simplicité qui n'en est pas, mais qui pour moi représente la vie toujours pris de point de vue d'une fenêtre ou d'un balcon. C'est toujours intéressant. Voilà. Et donc la collection comporte aussi plusieurs Marquets que mon père appréciait particulièrement, qui d'ailleurs ne pouvait pas s'en payer, copier Marquet. Et j'ai quelques tableaux de mon père de Marquet pour son plaisir, et Marquet est remarquable. Voilà. Alors Boudin a une place particulière dans ma collection, dans cette collection qui continue de vivre, mais bien sûr, elle n'est pas, je ne suis pas un maniaque non plus, même si on peut le penser. Sur Boudin, j'aime aussi toute cette continuité de peintres qui ont permis un essor, une peinture remarquable du 19e et début 20e. Et Moret et Loiseau ont aussi, pour moi, méritent aussi une reconnaissance plus forte et plus accentuée. Ce sont vraiment des grands peintres et d'une qualité remarquable. Voilà. Donc de Boudin à Marquet, c'est un peu l'histoire de cette collection, et qui continuera de vivre parce que c'est le but d'une collection, et tant que je peux le faire, je le ferai. Voilà. Donc c'est vraiment une passion que je cherche maintenant à partager, puisque c'est le sens, comme je vous exprimais, de la vie, mais le partage. Mais évidemment, des tableaux doivent être montrés, doivent vivre, et les tableaux nous dépassent, en fait. L'art nous dépasse. Et comme on peut, bien évidemment qu'on peut pas vivre sans art ni musique, mais il est très important de comprendre que ça fait partie pour moi d'un sens aigu de la responsabilité de réunir un patrimoine et de trouver des solutions pour le préserver, et surtout qu'il vive et qu'il soit vu et dans des bonnes conditions. Voilà. C'est l'histoire de cette collection que je dirais, je suis devenu un collectionneur autodidacte. Je n'ai pas de formation particulière en art, j'en ai jamais eu, mais à travers les écrits, les livres, les lectures, je me suis forgé une certaine opinion avec des choix raisonnés qui continuent justement de vivre pour faire grandir au fur et à mesure des possibilités et des ventes. Voilà la cohérence de cette collection qui pour moi a beaucoup d'importance en termes émotionnels. Et puis, encore une fois, pouvoir réunir un patrimoine et le partager, je considère ça comme une grande chance. Voilà. Et permettez-moi, Yann, d'ajouter que cette collection, vous l'avez constituée seule, parce que vous faites toujours référence aux écrits, c'est très généreux de votre part, mais enfin, parlons de votre œil aussi, parce que et aussi des connaissances que vous avez acquises, mais de l'œil qui a fait que vous avez su sélectionner dans l'intense production de Boudin, parce que quand même Boudin a beaucoup produit, vous avez quand même su sélectionner un ensemble extraordinairement cohérent qui a justement permis cette exposition, parce que aujourd'hui il n'y a aucun autre
fonds existants dans aucune institution au monde qui permettent de retracer la carrière entière de Boudin, des tout débuts jusqu'à la fin de sa vie, avec à la fois des études très rapides faites sur le motif, des petites scènes de plage faites pour des amis, ou des tableaux extrêmement ambitieux destinés au salon ou à l'exposition universelle. Donc, c'est aussi, là, c'est l'historien de l'art qui parle. Quand je disais que j'avais été bluffé, quand j'avais vu, j'avais cru un coup de bluff à votre collection, parce que, si vous voulez, c'est tellement inimaginable. Et il y a des représentants du commerce d'art hein, dans cette pièce. Personne ne vous connaît ou ne vous connaissait jusqu'à maintenant. Vous avez fait travailler comme ça de manière solitaire en quelque sorte et vous avez su réunir. Donc c'est pour moi un grand sujet d'admiration et le bonheur que j'ai eu à organiser cette exposition, c'est en partie aussi pour montrer la qualité de votre œil et de ce que vous avez su accomplir. Merci Laurent. Effectivement, mais l'œil s'est adapté, enfin se construit également. Et j'ai commencé la collection par l'acquisition d'œuvres qui étaient pour moi proches de mes souvenirs d'enfant, puisque la Normandie ou la Bretagne ont constitué les premiers tableaux. Mais je suis arrivé tardivement en fait sur les œuvres du Midi ou de Venise de Boudin. Peut-être trop d'ailleurs, j'aurais certainement eu d'autres. J'ai raté des œuvres à cause de ça, mais c'est pas grave. Les œuvres, on en retrouve souvent reviennent sur le marché, mais oui, en commençant par les œuvres qui ont touché mon enfance, je suis arrivé à constituer aussi, à raisonner cette collection en retraçant toutes les périodes. Qui, dans l'exposition, justement, vous avez pu reconstituer en 8 ans les 8 périodes importantes d'Eugène Boudin. Voilà. Alors, parlons maintenant, effectivement, d'Eugène Boudin, roi des ciels, père de l'impressionnisme, et à travers quelques œuvres de la collection. Et je vous laisse la parole, Laurent, pour nous retracer l'œuvre d'Eugène Boudin. Alors Eugène Boudin, naît à Honfleur en 1824, année où l'Académie reconnaît le mot romantisme, et Boudin est l'exact contemporain de Puvis de Chavannes. Tous les deux naissent en 1824, tous les deux vont mourir en 1898. Les deux hommes se rencontreront tardivement, dans les années 1880, mais il y a un respect au point que Puvis de Chavannes achètera une vue de Deauville de Boudin, un tableau assez important. Donc les autres artistes de la génération de Boudin sont plutôt Gérôme, Cabanel, donc des peintres plutôt académiques. Donc Boudin, famille, son frère dira que la famille était traditionnellement tournée vers la mer. Et puis après quelques années à Honfleur, où on nous dit, la légende familiale nous dit qu'il a été mousse, et lui-même le confirme d'ailleurs, qu'il a été mousse sur un bateau de pêche. Alors, si on peut imaginer aussi que ça a dû le sensibiliser particulièrement à l'étude du ciel et à l'étude de la mer, puisque vous savez combien la météorologie est importante pour les pêcheurs. Donc, à 10 ans, il est mousse, puis sa famille déménage au Havre parce que la ville est plus importante, plus dynamique. Boudin reste une année à l'école et à l'âge de 11 ans, il devient commis chez un imprimeur et puis il va commencer à travailler. Alors, Boudin donc quitte l'école à 11 ans. Je viens là de publier une grande partie de sa correspondance. C'est quelqu'un qui écrit avec beaucoup d'humour, qui a une écriture extrêmement esthétique, mais extraordinairement difficile à lire. D'ailleurs, lui-même s'en amuse en disant ça va vous occuper votre soirée, le temps de déchiffrer mes hiéroglyphes, ou ses amis lui disent mais n'écrivez donc pas si chinois, et etc. Donc une écriture un peu dure à lire, mais avec beaucoup de talent, beaucoup d'allant, beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse également qui révèle l'homme. Donc, Boudin travaille chez ses imprimeurs, d'abord un premier, ensuite le second. C'est la grande époque de l'essor de la lithographie, et lui-même dira qu'il a commencé en copiant des lithographies. Et donc,
arrivé à l'âge de 18 ans, il s'associe avec un autre jeune homme et il décide de créer un magasin de papetiers encadreurs. Et là, ils vont voir défiler les artistes parisiens qui passent par Le Havre. Et donc, Jean-François Millet, qui est à ses tout débuts et qui va dire à Boudin, surtout ne vous lancez pas dans la carrière artistique parce que c'est trop catastrophique financièrement. Et il y aura Constant Troyon, le peintre des vaches, et Boudin a peint des vaches, mais il a été élève, il a même préparé des tableaux pour Troyon, peintre de l'école de Barbizon, et puis aussi Thomas Couture, l'auteur des Romains de la décadence du musée d'Orsay, vous savez, ce grand tableau, Couture intervient pour que Boudin obtienne une bourse d'études de la ville du Havre. Pourquoi ? Parce que Boudin a décidé d'abandonner le commerce et de devenir peintre. Et donc, au lieu d'aller étudier dans l'atelier d'un artiste parisien comme la municipalité du Havre l'espérait, eh bien, il va copier au Louvre, excellente formation, surtout les peintres néerlandais, mais aussi il connaît Chardin, mais c'est quand même fondamental. Et Watteau, copie de Watteau, il copie l'embarquement pour Cythère qu'il gardera toute sa vie, qu'il lèguera à sa ville natale. Preuve que c'était un tableau qu'il appréciait beaucoup. Et puis il travaille sur le motif. Et alors, grande difficulté au Havre parce que on espérait qu'il allait devenir un peintre académique vraiment comme on les aime à ce moment-là, et lui, pas du tout. Au lieu de suivre la trace des peintres traditionnels, il copie sur le motif. Alors Jean Aubry, vous évoquiez Jean Aubry, qui est le deuxième biographe de Boudin et qui a saisi avec beaucoup de sensibilité tout l'art de Boudin et la personnalité de Boudin. Jean Aubry dira que le fait que Boudin travaille au bord de l'estuaire de la Seine, où le ciel est particulièrement fugitif et changeant, a déterminé sa façon de travailler. Et Boudin, qui travaille très vite, effectivement, va multiplier les études sur le motif. Sa peinture n'est pas du tout appréciée au Havre, il a beaucoup de mal à survivre, mais 1856, chez un marchand de papier, Boudin voit un jeune homme qu'il connaît de réputation, un jeune homme extrêmement satisfait de sa condition, jeune homme né à Paris mais qui est éduqué au Havre, un certain Oscar Monet. Et cet Oscar Monet est très content de lui parce qu'il fait des caricatures qu'il expose avec beaucoup de succès au Havre. Il le dit, les gens viennent devant la vitrine, rient, ça lui rapporte beaucoup d'argent, il a 16 ans, il est très content. Mais Boudin le prend par le bras et lui dit « c'est très bien ce que vous faites, vous avez du talent, mais vous n'allez pas en rester là ». Et Monet, à la fin de sa vie, dira que, comme la plupart des Havrais, il ne digérait pas, je cite, la peinture de Boudin, va trouver des faux fuyants jusqu'à l'été, parce que à cette époque, Monet est collégien, et quand arrive l'été, Monet n'a plus de prétexte pour ne pas aller travailler sur le motif avec Boudin. Donc il va suivre Boudin. Alors Monet a donné deux versions. Dans la première version, il dit nous sommes allés dessiner en plein champ et peu à peu, je compris ce qu'était le paysage. Puis il y a une version beaucoup plus dramatisée par Monet qui, tel Saint Paul sur le chemin de Damas, dit « et tout à coup, ce fut comme un rideau qui se déchire et je compris ce qu'était le paysage ». Donc voilà, et là, c'était avec la peinture. Quoi qu'il en soit, Monet va donc travailler d'après ses études, enfin auprès de Boudin, voir les études réalisées par Boudin, les petites études de ciel, dont à la fin de sa vie, Monet dira, je cite, j'en étais arrivé à être fasciné, le terme est fort, fasciné par ces pochades, filles de ce que j'appellerais l'instantanéité. Or, qu'est-ce que l'impressionnisme ? Sinon l'instantanéité. Et l'une de ces études qui est dans la collection Diane, tout ce qu'on vous montre d'ailleurs, à part les petites caricatures de Monet, mais tout est dans la collection Diane, cette petite étude qui a appartenu à Georges Feydeau, grand collectionneur d'œuvres de Boudin, montre 10 ans avant Impression Soleil Levant, ce que Boudin a pu apporter à Monet dans sa vision du transitoire et du fugitif, justement, de l'instantanéité. Alors une autre personnalité avait saisi aussi toute la modernité, et je cite cet auteur lui-même, c'est Baudelaire. Baudelaire, à Honfleur, rencontre Boudin, il voit ses pastels, et il écrit un long texte dans le compte-rendu du salon, justement pour parler de ses études exécutées d'après ce qu'il y a de plus inconstant, le ciel et la mer.
voyez, là aussi, Baudelaire, qui pourtant, pour qui l'artiste essentiel est Delacroix, voit immédiatement chez Boudin ce qu'il y a de nouveau dans sa façon de peindre. Donc, Boudin va être le maître de Monet jusque... Il écrira d'ailleurs du moment même où il se rend à Paris en 1859, Monet dira « Pendant 4 ans, je me réglais exclusivement sur les conseils de Boudin ». Et puis 1862, Monet rencontre Yonkind. Yonkind, peintre de formation académique et solide, et puis peintre plus âgé que Boudin aussi, et sans doute beaucoup moins modeste, Boudin étant un homme très obstiné mais très modeste. Et la personnalité très assurée de Yonkind va satisfaire beaucoup Monet, qui lui-même a une personnalité extrêmement forte et assurée. Donc, à partir de ce moment-là, et pendant 4 ou 5 ans, Yonkind va être le nouveau maître de Monet. En tout cas, c'est ce qu'il dira. Néanmoins, les 3 hommes se fréquentent, et cette aquarelle qui est dans l'exposition, qui représente, nous sommes à la ferme Saint-Siméon, la ferme Saint-Siméon qui n'a rien à voir avec la ferme Saint-Siméon actuelle. Hein. C'était à l'époque, Boudin y loge parce que c'est l'endroit, le meilleur marché, il le dit, c'est parce que c'est l'endroit le meilleur marché de toute la région. Et ils s'y nourrissent de flip. Alors qu'est-ce que le flip? Là, vous avez Monet qui lève son verre de flip. Le flip, c'est un mélange de cidre et de calvados. Donc, vous voyez, les peintres s'y retrouvent, peignent les murs, etc. La vie est assez bohème. Et sur cette aquarelle, exécutée vraisemblablement en 1864 ou 1865, parce que ça correspond au style du dessin de Boudin, mais aussi parce que Monet écrit à son ami Basile, rejoignez-nous vite à Saint-Siméon, je suis avec Boudin et Yonkind, il y a énormément à apprendre en cette compagnie. Donc, Boudin représente à gauche Yonkind, ensuite le peintre Van Mark, qui est un élève de Troyon, Monet donc qui salue Boudin en levant son bol de cidre, et puis à droite Achard, qui est un peintre aujourd'hui bien oublié, mais un très bon peintre originaire de l'Isère. Voilà. Donc, alors, pardon. Je vous en prie. Non, allez-y. Et donc, étape extrêmement importante aussi, le Salon des Refusés de 1863. Boudin fait partie des refusés du Salon de 1863. Pourquoi ce salon est essentiel? Parce que c'est à partir de ce salon que l'opposition à la peinture officielle va se cristalliser. Parce que sont refusés Whistler, Manet, Renoir, Boudin, Bracquemont, Félix Bracquemont, le graveur, qui est refusé pour sa très belle représentation d'après le Holbein du Louvre. Enfin, beaucoup de peintres qui vont participer aux expositions impressionnistes 10 ans plus tard ou 12 ans plus tard seront refusés. Et Boudin fait partie de ce groupe. On en a la certitude parce que Fantin Latour, après la mort de Boudin, écrit « Je l'ai toujours bien aimé, on ne lui a pas encore rendu la place qu'il méritait et je l'ai toujours apprécié depuis le Salon des Refusés ». Donc ça veut dire qu'ils se connaissaient et ils s'appréciaient. Donc ce tableau... on ne savait pas ce qu'était le tableau présenté par Boudin au Salon des Refusés, mais une lettre d'Yonkind nous dit, à Boudin dit, j'ai vu votre tableau du Port d'Honfleur, il est très bien exposé. Il existe 4 études peintes pour ce tableau, dont une à la National Gallery de Washington, l'autre au musée de Richmond, et puis la troisième se trouve au musée d'art de Beaux-Arts de Rio de Janeiro. Beaucoup de dessins au pastel dans le fond du Louvre, beaucoup d'études dessinées, donc vraisemblablement un tableau ambitieux destiné au salon. Et très certainement, 99 chances sur 100, ce tableau est celui qui a été le sujet correspond, la date correspond, donc c'est vraisemblablement le tableau du Salon des Refusés. Ouais. Non, c'est un salon important. C'est une peinture importante et puis qui a été acquise dans la succession Ford en fait. Absolument. Hein, donc aux États-Unis, comme beaucoup de toiles en fait aujourd'hui. Hein, oui. Voilà. Alors on va passer au sujet favori de Jeanne Boudin, la scène de plage. Vous allez nous raconter ce tableau incroyable, puisqu'en fait, il n'a jamais été montré, et uniquement la première fois au musée. Voilà, alors, et c'est une toile très particulière.
Voilà. Donc les scènes de plage, d'abord, Gaumont, une idée reçue, les scènes de plage, Boudin assiste au développement de Deauville, il voit toute la haute société impériale, la cour impériale se fait construire des villas à Deauville, et il se dit, là, il y a une clientèle potentielle. Donc, un filon. Ouais. Et donc, il va peindre des scènes de plage. Manque de chance, et c'est son ami Havray qui lui dit, une femme vous pardonnera certainement de ne pas avoir représenté excellemment le ciel. En revanche, elle ne vous pardonnera pas de ne pas avoir bien représenté son ombrelle. Or, les dames qui fréquentent Deauville à cette époque s'habillent chez Wörth, généralement, et c'est vrai que chez Boudin, on a du mal à voir tous les détails, la dentelle, les petits rubans, etc., d'une robe qui a coûté plusieurs milliers de francs et qui vient de chez Wörth. Donc, on voit pas la griffe, donc c'est un peu difficile. Donc, ça va être un bide commercial. Les scènes de plage, contrairement à ce que l'on peut penser, au point que Boudin va les garder dans son atelier, certaines. À la fin de sa vie, on en retrouve 2 roulées au fond de son atelier, il n'a pas réussi à les vendre. Et son exécuteur testamentaire n'essaie même pas de les vendre, parce qu'il sait que ça ne fonctionnera pas, en 1898. Et puis, son exécuteur testamentaire garde ces scènes de plage, et il meurt en 1923, Gustave Cahin donc, et vente de sa collection, et à ce moment-là, les scènes de plage sont enlevées par qui? Par Jeanne Lanvin, notamment, qui aura 5 scènes de plage, dont plusieurs étaient dans sa chambre, et puis par Sacha Guitry et par tout le milieu des arts et du spectacle. D'ailleurs, Cary Grant, l'acteur Cary Grant, a légué au musée de Pasadena 3 petites scènes de plage. Donc ça restera une constante d'être très apprécié par les milieux artistiques et les milieux du théâtre, du vivant de Boudin déjà. Ses collectionneurs sont Dumas fils, Feydeau, je l'ai déjà évoqué, mais aussi beaucoup de musiciens et d'écrivains. Donc, pour en revenir à cette fameuse scène de plage, tableau extrêmement important, de dimension. On ne connaît que 2 autres de ces dimensions. Une qui se trouve à Toronto, au musée de Toronto, et l'autre à Tokyo, au musée d'art occidental de Tokyo. Donc, tableau sans équivalent. Et puis ce tableau, il apparaît il y a quelques années, et une personne qui a contribué à sa réapparition est d'ailleurs dans cette salle, et donc ce tableau réapparaît, et il n'avait pas été... il était resté en Amérique du Nord, il était en Amérique du Nord. Et après avoir fait quand même pas mal de recherches pour trouver d'où ce tableau provenait, il se trouve que le tableau exposé au salon de 1866 par Boudin s'appelle « Réunion sur la plage ». Et puis, Boudin, dans une lettre, dit que le marchand Cadar, qui était un marchand parisien, qui essaie de conquérir le marché américain, emporte beaucoup de tableaux à New York pour essayer de les vendre. Et manifestement, il emporte le tableau du salon, cette Réunion sur la plage, que l'on trouve exposé à New York en 1866 sous le titre « Meeting on the Shore », donc le même titre, la traduction du titre. Et puis, ensuite, l'exposition part à Boston, et dans le livret de Boston, on ne le trouve plus, ce tableau. Donc, il a été vendu vraisemblablement à New York. Et il reste dans une famille de l'Est des États-Unis, jusqu'à ce que, il y a quelques années, un monsieur de cette famille découvre dans la chaufferie un tableau roulé, le fasse dérouler, et c'est cette scène de plage. Donc, études, restauration, recherche, etc. Je publie une étude dans le Burlington Magazine pour montrer, parce que plusieurs dessins du fond d'atelier du Louvre reprennent des détails de cette peinture, donc peinture préparée vraiment par Boudin. Et puis en juillet dernier, Yann me dit comme ça, il me dit « Ça vous ferait plaisir, Laurent, que ce tableau soit dans l'exposition ?» Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, mais Yann, évidemment, mais c'est surtout un tableau clé pour l'histoire des scènes de plage et de la peinture, parce que c'est en plus un tableau jalon où Boudin commence à vraiment bien, il n'est plus trop descriptif, il est encore plus atmosphérique, etc. Ce tableau est très grand, il a une histoire pas possible, on l'a jamais vu depuis 1866, et donc Yann achète le tableau, et donc, pour mon plaisir, et j'espère le vôtre également, on peut le présenter au musée Marmottan-Monet. C'est un grand plaisir, mais vous m'en avez parlé lors de notre première rencontre. Oui, absolument. Vous me dites, c'est sûrement... pour moi, c'en est un, c'est beau, et faut regarder. Et
1,10 m par 95. 13 ou 95. Ouais, donc c'est grand. Ce qui pour Boudin est grand. Boudin n'a pas d'atelier. Boudin n'a pas les moyens d'avoir un atelier, il travaille dans sa chambre. Ce qui peut expliquer, d'une part, parce qu'il a une clientèle qui est finalement pas très riche, donc il vend ses œuvres assez bon marché, autour de 100 francs chaque œuvre, ce qui est très peu à l'époque, et donc il peint petit aussi pour s'adapter aux intérieurs bourgeois parisiens, qui sont pas considérables, et puis il n'a pas d'atelier, donc il a du mal à faire des grands formats. Ouais, et évidemment, Boudin est aujourd'hui très recherché pour les scènes de plage, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais toutes ces scènes de plage sont des merveilles et sont pas très grands, mais ont une composition et une beauté absolument parfaite. Vous voyez encore ce ciel que je vois devant moi là, qui est sublime, cette transparence des nuages, c'est unique. Et vraiment, Boudin avait ce talent qui n'a jamais été encore égalé, à savoir faire ces ciels aussi beaux et aussi clair. Et c'est une scène de vie aussi. Hein. Et vous verrez aussi sur les scènes de plage de Boudin, souvent pour ajouter de la vie et du mouvement, il ajoute où il représente des chaises renversées. C'est très fréquent, un chien ou des chiens. Et également, le côté adorable, c'est ces enfants qui jouent. Il en a représenté beaucoup. Mais il n'y a pas une scène de plage sans enfant, ou au moins une nourrice avec un bébé. C'est vraiment une joie de vivre. Un autre tableau très intéressant, Laurent, qui est assez unique, parce qu'en fait, c'est la seule représentation que Boudin a réalisée du champ de course de Deauville. Peut-être vous pouvez raconter cette histoire qui a été assez intéressante. C'est également un tableau avec un historique un peu particulier, puisque Boudin l'a intitulé Le champ de course en 1866, et le tableau est peint en 1893. Vraisemblablement, ce tableau, Boudin l'a esquissé en 1866. On a plusieurs aquarelles qui correspondent vraiment au style du milieu des années 1860, des aquarelles préparatoires. Et puis, comme ces sujets-là ne fonctionnaient pas bien auprès de la clientèle, il a dû abandonner le tableau. Et en 1893, il fait la connaissance de Albert de Saint-Albin. Albert de Saint-Albin, qui est à l'époque, n'est pas encore, mais sera bientôt le rédacteur en chef du Figaro, et qui à l'époque est le rédacteur en chef du Jockey. Le Jockey, donc journal de course, mais aussi de sport, etc. Et Saint-Albin vient acheter des tableaux dans l'atelier de Boudin. Il vient dans l'atelier de Boudin, il achète plusieurs tableaux, et vraisemblablement, il a souhaité acquérir ce tableau, qui peut avoir du sens pour lui, parce qu'il est question de champ de course. Il a beaucoup écrit sur le champ de course de Deauville. Et 1866, c'est l'année où, justement, Saint-Albin commence à travailler pour le journal Le Jockey. Donc, tous ces indices prouvent que Boudin a voulu actualiser, il a repris son tableau sans doute inachevé, puis il l'a réactualisé en 1893, et il est passé ensuite dans la collection Saint-Albin. Voilà, nous avons parlé donc de la Normandie. Parlons un peu de la Bretagne, pour Boudin, qui a été fréquemment en Bretagne. Et sa femme était d'ailleurs bretonne. Donc je l'évoquais, Boudin se rend en Bretagne parce que c'est moins cher que le Liban ou que l'Égypte, et il se rend d'abord en Bretagne donc pour observer, pour avoir des sujets de dépaysement, et puis nul n'est parfait, il rencontre une Bretonne, et je dis nul n'est parfait parce qu'il est normand, donc quand même, il y a un sujet. Et non, trêve de plaisanterie, il rencontre une Bretonne à partir de 1857, on la voit mentionnée dans sa correspondance, que sous la pression de la famille et des amis, il va épouser en 1863. Marianne Guédès, qui est née dans le Finistère. Et donc, maintenant qu'il est marié, il n'a plus de raison de ne pas aller dans sa belle famille. Donc, il va se rendre dans sa belle famille à partir de 1865. Et il va vraiment pénétrer la Bretagne de l'intérieur, puisqu'il n'a plus la barrière de la langue, puisqu'il va pouvoir aller dans les maisons, il va pouvoir assister à la vie quotidienne des paysans bretons. Et dans le même temps qu'il peint des scènes de plage, il peint beaucoup de scènes bretonnes. Voilà, dont ce marché qui est absolument admirable. Et parlons d'un tableau aussi emblématique, cette rade de Brest, qui a fait partie du salon.
Absolument. 70. Voilà. Ouais. Comme les scènes de plage ne fonctionnent pas bien, les marchands lui disent on a une forte demande de peinture de marine. Donc Boudin délaisse les scènes de plage et délaisse les sujets bretons et il va se rapprocher du bord de mer et peindre des marines. Et cette marine est importante de par son histoire, parce que Boudin l'expose au salon de 1870 et dans le livret du salon, il est écrit « Cette peinture appartient à monsieur E. Hochdé ». Ce même Ernest Hochdé, qui quelques années plus tard deviendra propriétaire d'Impression Soleil Levant. Et donc, d'ailleurs, à la fin de sa vie, Boudin, lorsque Monet épouse Alice Hochdé, dira « Je me souviens, j'ai bien connu Madame Hochdé à l'époque où elle recevait les artistes chez elle. » Donc Boudin fait partie des artistes qui, comme Manet, comme Monet et comme beaucoup d'autres, sont reçus par le couple Hochdé. Alors on ignore si le tableau était une commande de Hochdé ou si c'est une commande d'un marchand et ensuite un achat par Ernest Hochdé. Donc présenter cette œuvre au musée Marmottan, ça avait du sens. Une autre vue de la Bretagne, c'est Camaret, absolument splendide, avec une proportion du ciel à moitié sur la toile, c'est-à-dire à moitié le ciel et l'autre moitié la mer et les roches. On voit en attente les pêcheurs, puisque on sent ce vent et ce clapot important sur l'eau. Et Boudin refait vraiment vivre cette Bretagne de manière incroyable. C'est un tableau splendide de 73. Oui. Et dans la collection, il y a plusieurs tableaux de Camaret, j'avoue, qui sont sublimes. Oui. Et il a peint en grande taille. Oui. En Bretagne. Et d'ailleurs, à la première exposition impressionniste, il expose une vue de Camaret. Ouais. On ne sait pas laquelle, mais vous voyez aussi dans le traitement au couteau, ce qui est très rare chez Boudin, le traitement au couteau des rochers, référence aux rochers peints par Courbet. Courbet et Boudin ont été très proches à une époque, et Boudin restera toujours fidèle à Courbet, même lorsque Courbet sera exilé en Suisse. Pour comprendre cette période et l'essor de l'impressionnisme, il faut parler impérativement d'un homme important, essentiel au mouvement et à l'essor de ces peintres, c'est Paul Durand-Ruel. Paul Durand-Ruel qui avait commencé à acquérir des tableaux de Boudin, mais sur le marché, chez d'autres marchands de tableaux. Et puis 1872, le commerce fonctionne bien à ce moment-là, et Durand-Ruel prend contact avec Boudin pour la première fois, il va lui acheter des tableaux. Manque de chance, vous savez que 1872, c'est le début de la Grande Dépression qui va provoquer une crise économique sans précédent, et notamment sur le marché de l'art contemporain. Et donc, mévente totale, on le voit, les revenus de Boudin s'effondrent complètement, les revenus des peintres. Si les impressionnistes organisent cette première exposition impressionniste, c'est parce qu'il faut essayer de se faire connaître. On peut pas exposer au salon et il faut absolument qu'on puisse être vu parce que il y a une mévente de peinture. Donc c'est vraiment un SOS en quelque sorte. Et donc Durand-Ruel va disparaître de la carrière de Boudin à ce moment-là, mais il réapparaît en 1881 et là, il va acheter tous les invendus des années 70, des années précédentes, qui se trouvent dans l'atelier de Boudin. Donc, grande bouteille d'oxygène pour Boudin. Et puis, lorsque Durand-Ruel décide d'organiser des expositions monographiques, ce qui ne se fait pas à l'époque et ce qu'il est l'un des premiers à faire, il inaugure en 1883 sa nouvelle galerie et cette série d'expositions monographiques par Boudin. Il expose plus de 175 tableaux de Boudin, plus des pastels, des aquarelles, etc. Et donc, alors Durand-Ruel va avoir après, alors les expositions suivantes seront Monet, Sisley, Pissarro, etc. Celle de Boudin a bien marché, les autres n'ont pas bien marché. Mais Durand-Ruel va avoir diverses difficultés financières, donc Boudin n'acceptera jamais l'exclusivité de Durand-Ruel parce que il dit j'ai eu d'autres marchands, j'ai d'autres clients et moi je veux pouvoir continuer à servir mes clients qui m'ont toujours été fidèles depuis mes débuts. Mais pour autant, Durand-Ruel va vraiment beaucoup faire pour Boudin et si Boudin est
aussi présent dans les collections nord-américaines, c'est vraiment grâce à Durand-Ruel, qui a fait connaître Boudin aux États-Unis et qui a fait qu'il a été extrêmement apprécié par les collectionneurs américains. Oui, et beaucoup d'œuvres de la collection sont passées par ses mains. Absolument. Ouais. Non, un homme remarquable et essentiel. Essentiel parce que il essaie d'ailleurs de guider Boudin en disant produisez moins, etc. Il fait vraiment une forme de marketing en quelque sorte, mais Boudin refuse de s'y plier. Peut-être malheureusement. Enfin, voilà. En tout cas, c'est la situation. Voilà. Donc peut-être revenir un peu à la Normandie, puisqu'en fait Boudin revenait chaque année. L'hiver, il était à Paris, et puis l'été en Normandie ou en Bretagne. Oui. Et il y a ici une très belle vue que vous avez appréciée beaucoup de 1890, oui. De Deauville, le rivage par Greton. Là aussi, encore un ciel et une mer très chargée, qui est absolument sublime. 1883, Boudin a un peu plus d'argent grâce à Durand-Ruel. Que fait-il ? Il achète un terrain dans les dunes de Deauville. Mais il faut savoir qu'à cette époque, Deauville est complètement en perte de vitesse. On est en train de démolir le casino. Deauville reprendra au début du XXe siècle. Mais pour l'heure, c'est vraiment très peu couru. Et donc, le foncier y est bon marché. Surtout quand, comme Boudin, on achète de manière excentrée dans les dunes. Boudin dira il n'y a pas d'éclairage le soir, etc. Il fait construire une maison. Alors si vous allez aujourd'hui à Deauville, on va vous présenter la villa qu'aurait habité Boudin. En fait, cette villa breloque qui est assez imposante ne correspond en rien à la description que nous fait Boudin de sa maison, qui dit c'est une maison petite, très petite, si petite que ma femme dit que, comme les cages à oiseaux hollandaises, on pourrait la suspendre. Donc, vous voyez, une toute petite maison qui n'a pas grand-chose à voir avec l'imposante villa breloque. Mais en tout cas, Boudin, maintenant, reste très... jusqu'aux grandes marées, souvent, jusque même au début du mois de novembre, il reste et il aime beaucoup peindre le rivage abandonné. Il le dit, le rivage abandonné de l'élément parisien. Notre tableau concerne le bassin de l'Eure au Havre. Autre tableau emblématique, donc. Ouais. La frégate russe, la corvette russe. La corvette russe, 1886, Boudin expose au salon une corvette russe dans le bassin de l'Eure au Havre, tableau acquis par l'État, et un collectionneur havrais, Peter van der Velde, qui est originaire de Rotterdam, va commander à Boudin, et ça se produit assez régulièrement, une réplique réduite du tableau du salon. Donc Boudin va s'exécuter. Alors pourquoi ce tableau aussi est important, outre le fait que c'est le tableau du salon, que lorsque Félix Faure sera élu président de la République, Félix Faure, qui était député du Havre, va faire choisir par son chef de cabinet ce tableau qui ira à l'Élysée. En tout cas, la réplique est importante parce que Peter van der Velde réunit une collection, il correspond beaucoup avec Boudin, il réunit une collection extrêmement importante, et après la mort de Boudin, 8 ans après la mort de Boudin, qui avait toujours eu une forme de désamour très important avec le Havre, où on ne l'apprécie pas. À une époque où on l'achète à Paris, au Havre, on l'ignore. Mais quand je dis on l'ignore, il y a un dictionnaire des personnalités havraises. Boudin n'apparaît pas. Il n'est même pas mentionné, alors qu'à Paris, on achète ses tableaux. Peu importe. Donc, en tout cas, il y a une sorte de désamour de Boudin pour le Havre. Mais 1906, un certain nombre de personnalités, Jean Aubry, mais aussi Olivier Sène, mais aussi Peter van der Velde, vont créer le Cercle de l'Art moderne. Première exposition du Cercle de l'Art moderne, Marquet, Matisse, Pissarro, Bonnard, Vuillard, Monet sont présents. Et, rétrospective, Boudin, présenté comme l'initiateur de l'art moderne. Vous voyez, donc le cercle des collectionneurs vraiment de l'art le plus contemporain, parce qu'ils achètent des tableaux fauves à ce moment-là, c'est de dire, eh bien, tout cela a été permis grâce à Boudin. Première reconnaissance au Havre. Et l'exposition universelle de 89. Oui. Alors, Boudin écrit que Proust lui a demandé, s'est adressé à lui personnellement pour qu'il participe à l'exposition universelle. Alors, Proust n'est pas Marcel, c'est Antonin. Antonin qui était l'ami
intime de Manet, qui a écrit la première biographie de Manet et qui est président du jury de l'exposition universelle. Et donc, fait appel à Boudin. Boudin présente ce tableau et, très vraisemblablement, grâce à l'intervention d'Antonin Proust, Boudin obtient une médaille d'or pour ce tableau. Très grand format. Très grand format. Étonnant qu'on l'ait retrouvé. Oui. Voilà. Ce tableau dans l'exposition conclut. Oui, on a mis en perspective. En perspective, voilà. Alors, voilà. Non, c'est bien. Voilà. Alors parlons un petit peu maintenant de la période du sud de la France, puisque ça a été une période très importante aussi. Oui. À partir de 92, voilà. Donc 92, Boudin des difficultés de santé, son médecin l'envoie dans le Midi. Il arrive dans le Midi et là, d'abord il apprécie le fait de pouvoir travailler complètement sur le motif, mais il a beaucoup de difficultés à capter la lumière intense. Vous avez vu toutes les vues de Normandie, l'œil était guidé par tous ces nuages, et ici dans le Midi, il n'y a pas de nuages. Donc, et comment capter l'œil ? Alors c'est vrai que ces tableaux du Midi, ils méritent d'être regardés lentement, et puis pour découvrir justement cette intensité lumineuse dont Boudin dit que c'est à brûler palette et pinceau tellement c'est difficile. Mais Durand-Ruel l'encourage en lui disant « mais vous faites ça très bien ». Puis il se rend à Antibes aussi, où il va peindre pendant l'hiver le Midi sous une vision un peu grise, cette fois. Un tableau plus proche, plus intime, qui est très intéressant parce que après la mort de sa femme, Juliette Cabot devient sa dame de compagnie, qui représente sur la scène. On voit que c'est vraiment très impressionniste comme touche et comme approche. Et ce tableau est vraiment extraordinaire. Il a été acquis par la collection qui était par la collection Rockefeller. Il était dans la succession Rockefeller. Et ce tableau est absolument magnifique. Il est en correspondance avec une scène de plage également où il y a Camille peint par Monet. Oui. Voilà. Donc celui-là, vous pouvez aussi l'admirer. Et parlons pour finir sur l'histoire de la peinture de Boudin, de Venise, son chant du cygne, Laurent. C'est ce que lui-même dira. Il se rend grand admirateur de Guardi. Il se rend à Venise en 93. Il peint 3 tableaux. Et vous avez ici un des 3 tableaux peints par Boudin en 93. Et puis, il va y retourner en 1895. Et on sent ici toute la dette, à la fois pour Guardi, mais aussi pour Claude Lorrain. Boudin apprécie énormément l'art de Claude Lorrain. Et on perçoit dans ces jeux de lumière très subtils tout ce que Boudin doit à Claude Lorrain lorsqu'il est à Venise. Ciel magnifique à observer, vraiment. C'est une vue de Venise et c'est effectivement un tableau rare puisque c'est fait partie des 3 tableaux de son voyage de 93 à Venise. Il y retournera en 95. Oui. Voilà. Et ce tableau, vous l'aimez particulièrement, cher Laurent. Oui, parce que vous voyez l'écriture extrêmement synthétique qui évoque ô combien Marquet. C'est Venise, d'abord une vision de Venise qui n'a rien à voir avec les images habituelles, avec la Piazzetta, avec le Campanile, etc. Là, on est dans un faubourg, enfin le long d'un canal, mais vous voyez que Boudin n'hésite pas à représenter un cargo à l'arrière-plan, et regardez le cargo, c'est juste une forme complètement presque qui évoque les lavis extrême-orientaux, comme on va les revoir ensuite dans l'œuvre de Marquet. Oui, absolument. Voilà, ce tableau conclut la présentation sur Eugène Boudin à travers les œuvres de la collection. Mais je souhaite vous apporter un mot de conclusion et des remerciements. D'abord, pourquoi cette exposition, ou d'abord pourquoi cette collection? C'est parce que Boudin est un peintre très touchant, très juste, où la couleur est toujours parfaite, les proportions sont très bien construites, ses ciels sont sublimes, ses sujets sont calmes et réjouissants. Il y a beaucoup de bonheur à observer
les tableaux d'Eugène Boudin. Vous voyez, pour conclure, cette petite scène de plage adorable avec les deux fillettes en rose, c'est absolument sublime, peint sur l'instant, en quelques coups de peinture directement sur un petit panneau de bois. C'est sublime. Et vous voyez cette touche impressionniste qui aura traversé toute cette période et qui aura annoncé Boudin 15 ans avant cette peinture sur le motif, cette joie de peindre à l'extérieur, d'avoir amené sa palette, ses tubes et ses pinceaux pour saisir l'instant, saisir la lumière d'une manière nouvelle, moderne. Mais Boudin était un peintre moderne, mais probablement trop modeste et humble pour ne pas s'imposer par lui-même. Mais reconnaissons tous ensemble la place et la valeur de sa peinture. Boudin est un grand maître et probablement sans lui, l'impressionnisme n'aurait pas eu cette même voie. En tous les cas, n'aurait peut-être pas eu Monet. Et donc Impression Soleil Levant pour définir un terme et qualifier le mouvement impressionniste. Mais c'est un précurseur. Il a montré la voie et il était respecté de tous ses grands maîtres impressionnistes également. Boudin les appréciait. Il avait quand même vu avant tout le monde l'intérêt et la beauté de la peinture à l'extérieur et étant l'un des premiers peintres à peindre à l'extérieur, il a construit cette voie pour tous les autres. Et Monet lui rend bien, puisqu'à la fin de sa vie, il aura quand même redit qu'il doit tout à Eugène Boudin et que son succès, il lui doit. Et s'il est devenu peintre, c'est grâce à Eugène Boudin. Voilà, je voulais vous remercier infiniment et particulièrement Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur Éric Desmazières, directeur du musée Marmottan-Monet, pour nous avoir donné cette occasion incroyable et de réaliser cette exposition. Je tiens à remercier évidemment toutes les équipes du musée Marmottan-Monet et Madame Sylvie Carlier, avec qui vous avez collaboré, et cher Laurent, et bien sûr vous, Laurent, pour le commissariat de cette exposition remarquable, pour notre amitié construite récemment depuis 4 ans. Et cette rencontre nous a ouvert la voie pour continuer à œuvrer, à faire renaître peut-être ou intensifier la mémoire de ce fabuleux peintre et de participer tous ensemble justement à découvrir des peintures remarquables. Et la collection, elle existe pour ça, elle existe pour être vue, elle existera pour être encore plus présentée, voyager, mais à nous tous d'en profiter, parce que c'est un vrai bonheur de voir cette fraîcheur et cette peinture qui est moderne, mais qui est surtout une très très belle et grande peinture. Voilà, je voulais vous remercier. Encore merci, cher Éric, cher Laurent, pour votre accueil, cet honneur que vous nous faites de présenter ce soir, cet après-midi, cette présentation courte. Évidemment, la vie de Boudin pourrait être beaucoup plus longue à raconter. Et Laurent, vous avez fait un magnifique parcours d'Eugène Boudin sur les quelques toiles qu'on a présentées maintenant, mais votre travail remarquable depuis 1983, même 81, puisque évidemment, pardonnez-moi, m'a donné le goût et cette passion du collectionneur. Et grâce à vous, j'apprécie et j'aime toujours encore plus Eugène Boudin. Merci beaucoup, cher Laurent. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Et j'espère qu'on continuera à profiter et à voir des magnifiques tableaux d'Eugène Boudin et que la collection dans son intégralité, elle est là pour être vue. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est la voir perdurer, préserver et montrer. Voilà. Merci infiniment. J'avais peut-être juste avant que, si vous permettez, une petite, vous remercier évidemment très fort, et simplement vous poser une question. Vous savez, à l'Académie des Beaux-Arts, on a intensifié maintenant un programme de résidence.
Nous aidons beaucoup d'artistes qui tout d'un coup passent 8, 10 mois, 1 an dans nos ateliers auxquels nous donnons une bourse qui leur permet de travailler. On constate que parmi tous ces artistes auxquels on laisse comme ça grâce à une forme de liberté, certains, des fois, en sont à leur 5e, 6e, 7e, 8e résidence. Et au fond, ce qui est très frappant quand on voit une carrière comme celle-là, c'est la liberté dans la création, mais dans la contrainte de la commande, dans la contrainte de ce... Autrement dit, on est devant des artistes qui se posent la question de la réception de leur œuvre et d'une certaine façon de la réalité économique possible de leur œuvre. Et est-ce que vous ne voyez pas là une forme de hiatus avec toute une génération d'artistes qui se veut complètement libre, mais qui finalement, dans cette liberté, crée une forme de dépendance à l'aide d'institutions comme les nôtres, à l'aide publique et tout, etc. Quelle est l'évolution? On a l'impression que ces artistes, quand même, devaient vivre de leur art directement, donc ils étaient obligés de faire, entre guillemets, des concessions, en tout cas, d'aller vers les formats, vers les sujets qui pouvaient leur donner une possibilité d'avoir une réalité économique, sans pour autant que ça les empêche de créer une œuvre, d'avoir un langage et d'avoir une forme de liberté. Est-ce que vous voyez pas là, cher Laurent, un hiatus avec ce qui se passe de temps en temps, maintenant? Oui, certainement. Je dirais que ce sont les premiers peintres qui ont appris à ne pas dépendre des institutions. Justement, ceux de la génération de Boudin, alors, Boudin dira que Durand-Ruel a été la bouée de sauvetage parce qu'il autorisait beaucoup de licences, dira Boudin, c'est le terme qu'il utilise, beaucoup de licences dans la façon de travailler, mais effectivement, on voit un retour. C'est le problème, enfin la correspondance de Boudin, elle est truffée d'allusions à l'économie, comment faire, etc. Alors, comment Boudin a fait? Quand il a eu un peu d'argent, il avait un ami qui travaillait à la Bourse du Havre, qui lui a acheté des actions. Et donc, il a des actions et sa correspondance est aussi pleine alors maintenant, les tramways de Valenciennes, les actions du tramway de Valenciennes sont en hausse. Est-ce que tu penses qu'il faut vendre maintenant ou pas? Si Boudin survit jusqu'aux années 90, c'est parce que il a ses actions et qu'il en vend régulièrement et parce que pour eux, il n'y a pas de possibilité. Et les artistes contemporains, aujourd'hui, sont confrontés à la même difficulté. Et vers qui se tourner, sinon les institutions? Vous voyez, et cette liberté, effectivement, trop de liberté aussi, sans contrainte. Les artistes s'opposaient à toute contrainte, enfin à certaines contraintes. Et aujourd'hui, on voit bien que créer sans contrainte peut devenir une arme à double tranchant. Merci beaucoup. Des questions? Merci.